Bien, aujourd'hui, donc, les cafés géopolitiques de Paris euh, souhaitent vous présenter un point de vue sur le conflit du Haut-Karabakh. Et ce point de vue va nous être énoncé, démontré par Henri Jacolin, qui fut ambassadeur et qui, entre 2002 et 2004, a été un des 3 co-présidents d'un organisme diplomatique qui est une émanation de l'OSCE et qui s'appelle le groupe de Minsk. Voilà. Alors, Henri Jacolin, une guerre a éclaté dans le Caucase le 27 septembre 2020 et cette guerre oppose l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Elle s'est terminée le 10 novembre sur intervention de la Russie. Cette guerre, est-ce la reprise d'un conflit qui a duré beaucoup plus longtemps puisqu'il a duré de 91 à 96 et qui a affecté les 2 mêmes pays pour des questions qui semblent revenir à la surface. Oui, bien sûr, car depuis 1994, le conflit était, comme on dit, gelé. En fait, je préfère parler de conflit non résolu, car ce conflit couvait depuis 1994, qui a marqué la fin de la guerre. Et cette guerre a vu la victoire des Arméniens. Et depuis 1994, les Arméniens occupent bien sûr le Haut-Karabakh, mais également les territoires situés entre le Haut-Karabakh et l'Arménie, au total 13% du territoire de l'Azerbaïdjan, comme vous pouvez le voir sur la carte numéro 1. Alors, voilà la carte. Bien. Alors, ça, c'est une carte qui donne la situation présente, mais il faut remonter relativement loin pour trouver les origines de ce conflit, n'est-ce pas? Bien sûr, il faut remonter même aux origines de l'Union soviétique. Il y avait dans le Caucase un district peuplé majoritairement d'Arméniens, mais qui était situé hors du territoire de l'Arménie devenue soviétique. Ce territoire se nommait le Haut-Karabakh. Qu'en faire? Alors les révolutionnaires, les commissaires du peuple du Caucase dans les années 20 ont eu l'idée d'ériger ce territoire du Haut-Karabakh, du Nagorno-Karabakh, comme on dit en russe, en territoire autonome au sein de la République soviétique de l'Azerbaïdjan. Et cette proposition a été avalisée par Staline en 1923. Un autre territoire peuplé, lui, d'Azerbaïdjanais, le Nakhitchevan, comme vous le voyez sur la carte, qui n'était pas enclavé, mais qui a des frontières avec l'Arménie, l'Iran et même la Turquie, ne posait pas, lui, le même problème. Alors, cette situation n'a posé aucun problème du temps de l'URSS. Les limites entre les républiques soviétiques ne jouant pas un rôle différent des limites chez nous entre le département de la Creuse et le département de la Corrèze. En quoi l'éclatement de l'Union soviétique en 1991 a-t-elle changé cette configuration ancienne? Les limites entre les républiques ex-soviétiques sont devenues des frontières entre États souverains. De ce fait, les Arméniens du Haut-Karabakh sont devenus des citoyens azerbaïdjanais, mais isolés de l'Arménie. Cette situation était inacceptable tant pour les habitants du Nagorno-Karabakh que pour l'Arménie. Et pour justifier le rattachement du Nagorno-Karabakh à l'Arménie, l'Arménie a invoqué le droit de
l'autodétermination des peuples. Pour justifier son opposition à cette entreprise, l'Azerbaïdjan a invoqué, elle, le respect des frontières conformément aux principes de l'acte final d'Helsinki de 1975. Alors, que s'est-il passé? D'abord, dès 1988, la proclamation par les Arméniens du Nagorno-Karabakh de leur désir de rester membres de l'Arménie. Puis, aucun terrain d'entente n'ayant été possible avec l'Azerbaïdjan, la guerre a éclaté et a duré, comme on l'a dit tout à l'heure, jusqu'à 1994. Elle a été gagnée par l'Arménie, qui a rattaché à son territoire non seulement le Nagorno-Karabakh, mais également, pour assurer la sécurité de ce territoire enclavé, les zones peuplées d'Azerbaïdjanais qui étaient situées entre le territoire de l'Arménie et celui du Haut-Karabakh. Alors, cette guerre a été cruelle, elle a fait 30 000 morts, 1 million de déplacés et réfugiés. Les Azerbaïdjanais ont dû fuir les zones occupées par l'Arménie et les nombreux Arméniens qui étaient installés à Bakou ont dû fuir l'Azerbaïdjan, notamment après le pogrom de 1988 à Sumgait, c'est dans la banlieue de Bakou. Ce fut simplement un des premiers nettoyages ethniques. Et alors, pourquoi les deux pays ont-ils eu recours à la guerre et non pas à d'autres moyens, diplomatiques en tout cas, de la discussion pour régler leurs différends? Alors là, c'est très compliqué, mais pour 5 raisons. La première raison, c'est la méfiance réciproque entre Arméniens et Azerbaïdjanais qui appartiennent culturellement au rameau turc. Et cette méfiance était évidemment nourrie chez les Arméniens par le souvenir du génocide qu'ils ont subi en 1915. La deuxième raison, la position géographique de l'Arménie, qui constitue, comme on le voit sur la carte que vous voyez, qui constitue un obstacle à la continuité du monde turc de l'Azerbaïdjan au Xinjiang. Les habitants d'Asie centrale parlent des langues turciques, à la seule exception des Tadjiks, qui sont, eux, persanophones. Troisième raison, ce n'est pas un conflit entre religions, entre Arméniens chrétiens et Azerbaïdjanais musulmans, d'ailleurs en majorité chiites, mais un conflit entre nationalités, la religion étant bien entendu, comme chacun sait, une composante de la nationalité. Quatrième raison, la méfiance historique et viscérale de l'Arménie à l'égard de ses voisins. Je rappelle que l'Arménie a passé 2 millénaires à s'opposer aux Russes, aux Ottomans, aux Perses et à quelques autres. Et enfin, dernier point, le souhait de la Russie de laisser ce conflit ouvert pour, dans la grande tradition stalinienne, maintenir son influence dans la région. Alors, dans cette affaire, quel a été le rôle de la communauté internationale, si tant est que ce mot ait un sens? L'OSCE, qui est l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, qui a son siège à Vienne, s'est saisi de ces problèmes en créant en 1992 un groupe de médiation appelé le groupe de Minsk, parce que la Biélorussie avait alors proposé d'héberger à Minsk sa première réunion. Ce groupe était composé de 11 États, dont la Turquie, mais comme on ne mène pas une négociation à 11, ces États ont alors chargé 3 pays de la conduire: la Russie, les États-Unis et la France. Qu'a fait alors ce groupe de Minsk? Alors, je peux en parler puisque j'en ai été le coprésident français de 2002 à 2004. Nous avions 3 objectifs. D'abord, éviter la reprise des combats. Alors, nous avons atteint cet objectif, du moins jusqu'à la courte guerre qui s'est déroulée en 2016. Sur le terrain, l'OSCE disposait d'une équipe d'observateurs militaires
sur la ligne de front. Et dès qu'un incident se produisait, ce groupe se précipitait sur la zone incriminée pour arrêter les tirs et empêcher qu'un incident ne devienne trop grave. Alors, ils ont réussi ce travail puisque, à l'exception de la guerre de 2016, aucun incident de frontière n'a véritablement dégénéré. Ensuite, nous avions pour objectif de maintenir le contact entre les deux pays. Entre 2002 et 2004, le groupe de Minsk a réussi à organiser chaque année en territoire neutre une rencontre entre les présidents d'Arménie et d'Azerbaïdjan. Et le groupe de Minsk a rencontré les ministres des Affaires étrangères des deux pays à de nombreuses reprises, plusieurs fois par an, 5 même en 2004. Avec ces ministres, nous avons patiemment bâti un projet d'accord de règlement qui tenait dûment compte des lignes rouges de chacun des États et qui prévoyait en outre, pour qu'il soit acceptable par les opinions publiques des deux pays, un calendrier progressif de mise en œuvre. Mais cette négociation, où s'opposent deux principes, intégrité territoriale et autodétermination, était compliquée parce qu'elle mettait en jeu 3 groupes d'analyse superposés et partiellement contradictoires. D'abord, la liste des problèmes à résoudre. Statut futur du Haut-Karabakh, retrait par l'Arménie des territoires occupés, retour des déplacés azerbaïdjanais, liaison entre l'Arménie et le Haut-Karabakh, liaison entre l'Azerbaïdjan et le Nakhitchevan, reconstruction des territoires occupés et normalisation des relations entre les deux États, garantie de sécurité, etc. La deuxième grille d'analyse, c'était 2 méthodes totalement opposées de négociation. Celle de l'Arménie qui exigeait un accord définitif sur le statut du Haut-Karabakh avant tout retrait des territoires occupés, et la tactique de l'Azerbaïdjan qui prônait, elle, une approche étape par étape. En fait, cette opposition reflétait exactement la situation sur le terrain. L'Arménie, maîtresse du terrain, était opposée à l'approche étape par étape, ne voulant lâcher aucune carte avant un accord sur le Haut-Karabakh. L'Azerbaïdjan, de son côté, qui craignait une chypriotisation de la situation, n'était pas prêt et qui n'était pas prêt à négocier sur le statut du Haut-Karabakh, voulait faire évaluer le statu quo étape par étape. Enfin, la troisième grille d'analyse, c'était 2 conceptions opposées du temps. L'Arménie était convaincue que sa supériorité militaire était durable, alors que les habitants de ce pays émigrent et que son économie stagne. L'Azerbaïdjan, de son côté, à l'inverse, fort d'une démographie positive et de ressources pétrolières croissantes, pensait être en mesure de renverser un jour le statu quo. En fait, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les Arméniens ont mal évalué depuis 1994 le facteur temps. Alors pourquoi l'accord que le groupe de Minsk avait préparé n'a-t-il pas été signé par les belligérants et mis en œuvre? Pour une raison très simple, c'est qu'aucun des deux présidents n'a eu le courage ou n'a pris le risque de le proposer à son opinion publique. Lors des visites que nous faisions à Yerevan et à Bakou, nous rencontrions des leaders d'opinion, intellectuels, journalistes, milieux d'affaires, et ce qui nous a impressionnés, c'est le très fort sentiment nationaliste et d'hostilité à l'égard de l'autre pays. Bien. Et alors, qu'est-ce qui a déterminé le déclenchement de la guerre très proche qui a commencé au mois de septembre 2020? Alors, il y a 2 raisons. D'abord, l'insatisfaction des Azerbaïdjanais devant l'impuissance
de la communauté internationale et du groupe de Minsk à régler ce problème. Les Azerbaïdjanais se sont dit, réglons-le nous-mêmes. Ils ont attaqué par le sud du Haut-Karabakh. Ils ont repris les districts occupés par l'Arménie situés au sud du couloir de la Chine. Ils ont conquis un petit morceau au sud du Haut-Karabakh jusqu'à la petite ville de Chouchi, chère à leurs yeux parce qu'elle est historiquement leur capitale culturelle, notamment dans le domaine musical. En outre, Chouchi bloquait la route menant de l'Arménie à Stepanakert par le couloir de la Chine. Cette attaque a donc été menée d'une façon très habile et la conquête de Chouchi a constitué pour les Arméniens, pour les Azerbaïdjanais, une victoire symbolique. Bien. Deuxièmement, l'Azerbaïdjan, la deuxième raison, c'est que l'Azerbaïdjan, qui avait été défait en 1994 parce que son armée était faible, a gagné la guerre en 2020 grâce à deux facteurs. D'abord, ses exportations de pétrole qui lui ont permis d'acquérir des chars et des canons qui lui avaient manqué il y a 25 ans. Ensuite, elle a bénéficié du soutien militaire des Turcs qui a été déterminant, notamment grâce à leurs drones qui ont assuré à l'Azerbaïdjan la maîtrise de l'espace aérien de la région. Alors, cette guerre a finalement fait apparaître 4 résultats si l'on l'observe d'un peu plus loin sur le plan régional. 1, l'impuissance de la Russie à imposer sa médiation. Je rappelle que les 2 premiers cessez-le-feu que la Russie avait proposés n'ont pas été respectés par l'Azerbaïdjan. Deuxièmement, le rôle déterminant de la Turquie, qui, je pense, n'a conseillé à l'Azerbaïdjan d'accepter le 3e cessez-le-feu proposé par les Russes que parce que celui-ci prévoyait au bénéfice de l'Azerbaïdjan un résultat important, à savoir le retour des territoires situés entre l'Arménie et le Nagorno-Karabakh. Troisième raison, une rivalité croissante entre la Turquie et la Russie qui s'ajoute aux problèmes que ces 2 pays ont avec la Syrie et la Libye. Quatrième raison, quatrième effet de ce conflit, la Turquie apparaît gagnante dans sa vision du pantouranisme. Il s'agit du projet qu'elle nourrit depuis longtemps de créer une communauté avec les États turcophones d'Asie centrale que vous avez vu sur la carte tout à l'heure. Lancé après la chute de l'URSS, ce projet a été peu à peu mis en sommeil, mais il a reçu avec Erdogan une très forte impulsion. L'accord du 10 novembre prévoit un passage souverain pour relier l'Azerbaïdjan au Nakhitchevan à travers la bande de Mégri. Ce projet permettrait donc une continuité entre la Turquie et l'Asie centrale qui n'existe pas aujourd'hui. Mais cette disposition sera difficile à mettre en œuvre en raison du territoire très accidenté de la région. Pour en avoir le cœur net, j'y suis allé en 1994 et ce que j'ai observé, c'est que créer un couloir dans une zone très difficile reviendrait à peu près à l'équivalent de construire la corniche entre Nice et l'Italie. Donc ça coûterait très cher. Ce n'est donc pas demain que sera mis en place ce couloir. Alors ce délai permet à la Russie, qui a envoyé 2000 casques bleus, de rester pour le moment maîtresse du conflit et de maintenir à nouveau gelé ce conflit qui n'est encore qu'à moitié réglé. Bien, une petite question qui est survenue tout à fait il y a peu de jours. Notre Sénat, le Sénat français, a voté d'une manière majoritaire
la reconnaissance, le souhait que soit reconnue par la France l'indépendance du Haut-Karabakh. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est une décision inutile qui ajoute un contentieux de plus aux relations déjà conflictuelles entre la France et la Turquie. Bien, je remercie chaleureusement Henri Jacquelin des précisions qui nous ont permis d'avancer beaucoup dans la compréhension d'un conflit dont on voit très bien qu'il n'est pas encore réglé. Merci.